messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, arrestation d'une bande d'agresseurs par la division des investigations criminelles. Ces bandits mimaient des accidents pour s'attaquer aux automobilistes. Ils ont été interpellés suite à de nombreuses plaintes. Elle a dit que plus de détails dans un instant. À quelques jours justement de la Tabaski, les gérants de salons de coiffure sont sur le qui-vive. Les cambriolages de salons de beauté sont légion. Les cheveux naturels attirent les voleurs. Les coiffeuses ne savent plus où donner de la tête. Reportage à suivre. Le mois d'août pointe le bout de son nez et toujours pas de pluie dans beaucoup de localités du pays. Un déficit pluviométrique sévère serait un désastre pour le monde paysan. Quelle explication scientifique donner à cet inquiétant retard de pluie? On a mené l'enquête, on vous explique tout dans un instant. Pèlerinage à la Mecque, des pèlerins risquent de rester sur le tarmac. Faute de visa, ces étrangers vivant au Sénégal vont peut-être rater le pèlerinage. La délégation au pèlerinage justement et l'ambassade de l'Arabie Saoudite se renvoient la responsabilité. Plus de détails dans un instant. Prémisse d'une pagaille dans la dynastie socialiste, la succession de Ousmane Tanor Dieng au secrétariat général du PS risque de diviser les Verts. La désignation de Aminata Mbengue Ndiaye ne fait pas forcément l'unanimité. De quand évoque un vide juridique en l'état actuel du texte. Que dit justement la charte du PS? On vous explique tout dans un instant. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. La division des investigations criminelles a interpellé une bande pour association de malfaiteurs volant réunion. Cette bande de malfrats simulait des accidents dans le but de dépouiller les victimes. Suite à de nombreuses plaintes, ces bandits ont été arrêtés. Beaucoup d'objets de valeur ont été retrouvés au domicile des mises en cause lors de la perquisition. En cette coiffures sont la cible privilégiée des cambrioleurs, objet de la convoitise des voleurs, les cheveux naturels. Devant cette situation, les gérants de salons de coiffure s'arrachent les cheveux. Reportage Habib Faye et Thierno Laurent Mendy. À l'approche de la Tabaski, les salons de coiffure deviennent la cible principale des cambrioleurs. Le salon Friendly's Beauty n'est pas épargné par les malfaiteurs qui ont débarqué dans la nuit du dimanche au lundi. Quand je suis venue, je suis rentrée, j'ai vu les portes ont été défoncées. Donc je suis rentrée par derrière parce que le voleur est rentré par derrière. Donc je suis rentrée par derrière, j'ai vu qu'il a tout saccagé, mélangé les choses. J'ai trouvé les têtes de perruques vides par terre. Les placards ouverts, la caisse défoncée. Heureusement qu'il n'y avait pas d'argent, mais la caisse a été défoncée et toutes les portes. Vous imaginez que c'est très dur d'investir beaucoup d'argent pour acheter des greffages, faire des shootings, et le lendemain, on vous appelle pour vous dire que des cambrioleurs ont tout pris. Au total, plus de 5 millions de francs CFA emportés par les malfaiteurs. On a évalué les perruques au nombre de 20 perruques tissées et une dizaine de tissages non tissés. Donc à 200 000 la perruque, donc fois 20, ça ne fait 4 millions. Plus 10 tissages non tissés à 100 000, les deux boules de chaque, à disons 1 million. Plus les 4 millions, ça me fait à peu près 5 millions. Suite à ce forfait commis par les bandits, Kiné entend prendre ses précautions. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus laisser les cheveux naturels dans le salon. Non, je ne vais pas le faire. Maintenant, je les amène chez moi à la descente pour les ramener le lendemain. Des greffages, cheveux naturels ou perruques, plus que visés par les malfaiteurs à cette période de préparatifs de la fête du mouton. Merci Habib. Et puis ce chiffre stupéfiant, selon le directeur des transports terrestres, 44% des véhicules circulent à Dakar sans contrôle technique. Pourquoi ces voitures passent entre les mailles du filet du contrôle technique? Nous sommes allés au centre de contrôle technique. Vous allez le voir, parmi les causes qui font déchanter les automobilistes, le manque d'organisation, mais surtout l'interminable attente. C'est un reportage de Maguette Souare Diallo, Ousmane Diallo et Youssou Baro. Une file interminable des automobilistes armés de patience pour passer la visite technique. 11 heures, nous sommes au centre de contrôle technique des véhicules automobiles. De très longues heures d'attente qui exaspèrent plus d'un.
La file d'attente est trop longue parce que dans tout Dakar, il n'y a que ce centre. Il y a des milliers de voitures qui passent leur visite technique ici. Et maintenant, il faut prendre rendez-vous. C'est dur. On passe beaucoup de temps ici et déjà on te demande de prendre rendez-vous. À 7h30, tu viens, tu trouves un beau monde et après tu rentres sans passer ta visite. Moi je viens de Mbour, il faut vraiment décentraliser. Un problème de timing. Toutes les visites techniques se font maintenant sur rendez-vous, nous apprend-on. Sur rendez-vous là, Tout est sur rendez-vous maintenant, il n'y a plus de rang. Ce sont les automobilistes qui ont un problème de timing. Quand on te demande de venir à midi, il faut venir à l'heure indiquée, pas à 7h du matin. Cette semaine, le directeur des transports terrestres a révélé que 44% des véhicules circulent à Dakar sans visite technique. Visiblement, l'ouverture du centre secondaire de Mbao ne permet toujours pas de résoudre le problème. Merci Maguette. Cybersécurité et cyber-résilience, quelle stratégie pour les États et le secteur privé? C'est le thème du Security Day organisé hier et aujourd'hui à Dakar. L'idée est de développer l'écosystème de la sécurité informatique à l'heure des rançongiciels. Reportage à Aïssatou Gueiba et Passam Gonembaye. La cybersécurité, mieux prise en compte au Sénégal et en Afrique. Une politique de nouvelles stratégies faisant intervenir plus de 3000 délégués de 30 pays venant des secteurs privés et publics, des experts ainsi que les services de douane, la gendarmerie et la police. Ils ont tous un objectif commun, celui de lutter contre la cybercriminalité. Le Sénégal a mis en place ce qu'on appelle une stratégie nationale de cybersécurité et fait partie des rares pays donc, voilà, qui en possèdent. Et cette stratégie donc, voilà, va permettre à l'écosystème sénégalais, que ce soit donc, les entreprises, donc, voilà, que ce soit publiques, privées, l'administration haute, d'avoir donc une base donc, voilà, sur laquelle elles vont donc elles vont utiliser une base qu'elles vont utiliser pour asseoir une bonne cybersécurité, mettre en place des stratégies, développer donc voilà une ressource humaine et sensibiliser donc voilà les différents acteurs sur les questions donc liées donc aux nouvelles menaces donc voilà concernant le numérique. L'intelligence artificielle, une nouvelle méthode afin de renforcer la performance dans le travail. Nous, notre rôle à l'université, c'est pas du tout de contrer, mais c'est de développer des outils de recherche. Et là, on est sur deux axes. On était sur la cryptographie classique, après la cryptographie post-quantique. Et depuis quelque temps, on commence à s'intéresser à l'intelligence artificielle pour la cybersécurité. La cybersécurité est vraiment prise au sérieux au Sénégal. Dans ce sens, il est question de montrer des technologies de dernière génération. Donc là, on ne parle plus de juste monitorer un système, mais de mettre en place des systèmes d'intelligence artificielle. À l'ère de la digitalisation, plusieurs pays mettent en marche des méthodes pour lutter contre les dérives de l'informatique. Des ateliers d'échange, des expositions sont prévues dans le but de renforcer la sécurité dans le monde du numérique, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Merci Aïssatou. Et puis la direction de l'Institut Prévoyance Retraite porte plainte et prend des mesures conservatoires. Vous le savez, un détournement d'une centaine de millions secoue l'IPRES. Selon le quotidien Libération, des membres de l'institution auraient mis en place une stratégie afin de dérober de l'argent à hauteur de 400 millions de francs CFA. Écoutons à ce propos le directeur de l'IPRES, Mamadou Simang. Je voudrais vous expliquer en 2 mots que cette situation n'a pas été découverte ni par un organe de contrôle, ni par des services de contrôle internes. C'est nous, directeur général, avec nos services, notamment les directeurs des ressources humaines, qui avions remarqué qu'il y avait des factures dont les montants étaient de plus en plus importants, qui avaient attiré notre attention sur la nécessité de faire un contrôle, ce qui a été fait, et nos suspicions se sont confirmées pour des montants naturellement qui sont loin des montants qui sont développés dans la presse. Et immédiatement, nous avons pris des mesures conservatoires dont la première a été le retrait de l'agrément des prestataires incriminés. Deuxièmement, le changement des tickets par une dotation en transfert d'argent. Troisièmement, nous avons commandité un audit à l'interne.
Quatrièmement, nous avons porté plainte devant les juridictions. 2 plaintes d'ailleurs, parce que moi je suis passé par nos conseils. Le président m'a dit on ne protégera personne, portons plainte aussi directement au niveau de la DIC, ce qui a été fait. Propos recueillis par Asmalik Diop et Salif Sow en marge de l'inauguration du centre médico-social IPRES de Pikine d'une capacité de 300 patients par jour. Nébuleuse supposée dans les contrats pétroliers, le député Mamadou Lamine Diallo et Abdoul Mbaye ont déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du premier cabinet d'instruction près IGE de Dakar pour faux et usage de faux en écriture publique contre X, faux et usage de faux contre Franck Timis et Aliou Sall, entre autres détournements de deniers publics contre Franck Timis, Wang Jung Kwang, pour complicité de détournement contre Aliou Sall et contre toute personne que l'information relevera comme ayant commis les infractions visées conformément aux dispositions de l'article 76 du Code pénal. Et puis, va-t-on vers un déficit pluviométrique sévère cette année? La question mérite d'être posée quand on constate le retard des pluies dans la quasi-totalité du pays, hormis les régions du sud. D'ailleurs, à ce propos, l'archevêque de Dakar invite les membres de la famille diocésaine à prier pour un hivernage pluvieux et paisible. Quelle est l'explication rationnelle scientifique de ce retard des pluies? C'est un sujet de Koumba Matelot et Tierno Laurent Mehdi. Pas une seule goutte de pluie depuis le début de l'hivernage, à quelques jours du mois d'août. Même les régions jadis les mieux arrosées enregistrent de faibles taux de pluie. Conséquence, une chaleur insupportable sur toute l'étendue du territoire. Il y a aussi cette rareté des pluies, surtout sur la moitié sud. N'oubliez pas que nous sommes en juillet, l'hivernage n'est pas encore très avancé. Mais au niveau de la partie sud du pays, nos jeunes collègues de l'ANACIM s'évertuent à vous expliquer chaque jour la situation météorologique. Mais du point de vue climatique, juillet, ça fait partie des mois les plus pluvieux, au Sénégal. Et ça explique un peu qu'on a ces raretés actuellement au niveau de... Pour cet expert, le déficit pluviométrique est une conséquence du réchauffement climatique à l'échelle mondiale. Et la baisse des précipitations. La baisse des précipitations est une des conséquences majeures de ce réchauffement climatique. On parle de 20% de baisse des précipitations et on parle aussi d'augmentation des périodes sèches qui ont des impacts sur l'agriculture. L'agriculture, ça entraîne une baisse des rendements agricoles, ça entraîne une migration des populations du nord vers le sud dans des zones beaucoup plus abordables pour l'agriculture. Et aussi l'avancée de la mer aussi, des dispositions sont prises par les autorités pour essayer de voir les mesures conservatrices, les mesures idoines pour un peu annihiler ou bien diminuer cette avancée de la mer. Des pluies de plus en plus rares, presque pas de précipitations, une situation qui risque d'engendrer des conséquences beaucoup plus importantes. Merci Koumba. Faute de visa, une quarantaine d'étrangers vivant au Sénégal risquent de ne pas effectuer le pèlerinage à la Mecque, une situation que déplore le président de Otra Africa. Souleymane Diallo interpelle les autorités compétentes pour décanter la situation. Il est avec Maïmouna Ndiaye et Gervais Héroux. Malheureusement, ils n'ont pas encore obtenu le visa pour effectuer le pèlerinage. Et ce qui est déplorable, c'est que certains sont des personnes âgées qui sont allées à l'aéroport et qui ont été dans des situations plus ou moins déplorables, dans des conditions qui font que vraiment déplorables. Nous, quand nous avons essayé de remonter l'information au niveau du commissariat général de pèlerinage, ils nous ont renvoyés vers l'ambassade. Ce matin, nous nous sommes rapprochés également de l'ambassade. Néanmoins, ils nous renvoient vers le commissariat général au pèlerinage. Vraiment, c'est un problème, c'est un manque de communication, c'est un manque d'information. À ce stade de l'organisation, où le pèlerin doit être préparé psychologiquement, être dans des conditions physiques de faire son hajj, d'arriver dans les meilleures conditions en Arabie Saoudite. Et là, ils sont laissés en rade au niveau de l'aéroport. Voilà, la TFM également a joint l'ambassade de l'Arabie Saoudite à Dakar, qui a botté également du côté de la délégation générale. La délégation générale au pèlerinage précise en revanche que la plupart des futurs pèlerins ne disposent pas de carte de séjour, ce qui complique l'obtention de visa, mais une solution sera trouvée prochainement.
Copains de classe hier, compagnons de pèlerinage. Aujourd'hui, ils sont des anciens élèves du lycée technique André Pétavin. Un demi-siècle après avoir fréquenté ce mythique établissement, ses amis de toujours décident de faire le pèlerinage à la Mecque ensemble. Mais avant de partir, ils livrent leurs notes à l'école d'aujourd'hui et tout le monde y prend pour son grade. C'est un reportage de Ousseynou Diop et Habib Sek. Ces anciens élèves du lycée technique André Pétavin de Saint-Louis, des années 60, ont organisé ce pèlerinage 50 ans après le passage dans ces salles de classe. Un moment de souvenir et de prière. Vraiment un événement spécial. Très spécial dans la mesure où il y a un demi-siècle, on a quitté ce lycée avec nos promotionnaires qui sont là. Donc 50 ans exactement, parce que certains ont quitté comme moi en 1969, on est revenu en 2019. Une joie et beaucoup de plaisir. En toute sincérité, je suis ému. Et nous étions nombreux ici. Tous ne travaillent plus dans l'administration, mais ces pères de famille, malgré leur âge avancé, décortiquent les raisons des mauvais résultats du système éducatif. Le problème, peut-être qu'il y a plusieurs causes, dont le manque de vocation des enseignants. On dit souvent que avant, les gens choisissaient l'enseignement par vocation. Les élèves, je crois qu'il y a le manque d'autorité de la famille en ce qui concerne les élèves, le manque d'éducation. L'éducation que nous avons reçue de nos parents était beaucoup plus stricte que celle d'aujourd'hui. Selon le porte-parole du jour, les grèves répétitives sont à l'origine de ces problèmes. Je ne me souviens que de 2 grèves. Il y en a eu une en 1964 et la dernière en 1968. Donc 2 grèves seulement en 5 ans, alors que maintenant les grèves sont régulières tous les ans. Lors de leur pèlerinage au lycée technique André Pétavin, ils ont rappelé aux enseignants et aux parents le rôle d'accompagner les élèves pour renverser la tendance. Merci Ousseynou. 100% de taux de réussite au bac dans les séries scientifiques. À Fatick, beaucoup de lycées ont réalisé cette prouesse. Paradoxe, dans toute la région, 27% seulement optent pour les séries scientifiques. Les autorités académiques souhaitent renverser cette tournure. Aminata Goudjabi, Faligay. Cela n'arrive pas tous les jours dans l'académie de Fatick. Cette année, les meilleurs résultats au bac ont été enregistrés dans les séries scientifiques. Dans de nombreux lycées de la région, les taux de réussite ont atteint les 100%. Nous avons noté une grande performance. Si on considère par exemple la série S1, je crois qu'excepté un lycée, tous les autres lycées qui présentaient des candidats en S1 ont eu 100%. Si nous n'avons pas la même réussite au niveau de S2, nous avons vu quand même que le pourcentage a évolué par rapport à l'année dernière. En L', les résultats ont été vraiment en deçà de nos attentes. Il y a beaucoup d'établissements qui ont pêché au niveau de la série L' surtout. Nous avons vu vraiment une régression nette au niveau de la série L. Sauf que ce sont encore très peu d'élèves qui fréquentent les séries scientifiques à Fatick, pas plus de 27%. La fréquentation des séries scientifiques est en deçà de ce qui est projeté, en deçà de ce qui est en tout cas recherché. Malheureusement et progressivement, il y a beaucoup d'élèves qui étaient en S, qui étaient orientés en seconde S, qui se retrouvent maintenant dans les classes de L au niveau de la première ou des classes de terminale. Les autorités académiques comptent changer cette tendance et d'après Mamadou Niang, il faut désormais bien scruter le profil des élèves avant leur orientation en seconde. Souvent, les chefs d'établissement et les professeurs de façon générale, dans l'affectation, dans l'orientation des élèves, ont des difficultés avec la série L', qui est une série un peu la transition de 3e en seconde S. Nous sommes passés de 25 à 27. Donc vous voyez qu'en une année, nous n'avons engagé que 2 points. C'est extrêmement faible. Il y a une dynamique d'ensemble qui doit être prônée pour que quand même cette tendance à inverser, cette volonté d'inverser la tendance vraiment au niveau académique, au niveau national puisse se réaliser. Cette année, le taux de réussite global au bac est de 37,50% dans l'académie de Fatick, soit une légère hausse comparée à l'année dernière où 36% des élèves étaient admis au bac.
Merci Aminata. Restons dans le chapitre de l'éducation. En attendant la cérémonie du concours général demain, faisons connaissance ce soir avec la marraine de cette édition. Il s'agit de la scientifique Rose Dieng. Elle est la première africaine à intégrer l'école polytechnique, décédée en 2008 à l'âge de 52 ans seulement. 52 années qui ont suffi à cette pionnière de l'intelligence artificielle pour marquer le monde scientifique. Mambiram Diouf. L'excellence comme moteur de l'émergence qu'elle défie pour l'école sénégalaise, thème non fortuit au centre de l'édition 2019 du concours général et qui colle également au parcours exceptionnel de la marraine Rose Dieng. Née en 1956 à Dakar, distinguée déjà lorsqu'elle remporta en 1972 le premier prix au concours général en mathématiques, en français et en latin, le deuxième en grec. Elle a poursuivi par la suite ses études en France après le bac dans les classes préparatoires du lycée Fénelon à Paris. Première femme africaine à intégrer l'école polytechnique en 1976. Parallèlement à sa spécialisation à l'École nationale supérieure des télécommunications, elle fait un DA en informatique puis soutient une thèse de doctorat à l'université Paris-Sud en informatique sur la spécialisation du parallélisme dans les programmes informatiques. La scientifique spécialiste en intelligence artificielle a travaillé de 1985 à 2008, date de son décès, à l'INRA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, un établissement français sur le partage de connaissances sur le web. C'est en 2005 qu'elle a reçu le prix Irène Joliot-Curie, nommée également chevalier de la Légion d'honneur en 2006. Responsable de l'équipe de recherche à l'INRA, elle pilote le projet Acacia, acquisition des connaissances pour l'assistance à la conception par interaction entre agents. L'esprit et la méthode, Rose Dieng en faisait son viatique et le partageait pour un monde meilleur. Merci Mambiram. En politique, l'après-Tanor s'annonce difficile pour les Verts. La succession de Ousmane Tanor Dieng fait débat. Alors que disent justement les textes? Nous avons consulté pour vous les statuts adoptés au congrès ordinaire du 6 et 7 juin 2014 ainsi que le règlement intérieur du Parti socialiste. Aminata Maresso et Tierno Laurent Mendy. C'est une actualité qui alimente le débat politique. La succession de Ousmane Tanor Dieng au secrétariat général du Parti socialiste. Pour y voir plus clair, nous avons fouillé dans les textes qui régissent le parti. Tout d'abord, un coup d'œil sur les statuts adoptés par le 15e congrès tenu les 6 et 7 juin 2014. Ce congrès a mis en place des statuts dans son article 30 fixant la composition et les effectifs du bureau politique et du secrétariat exécutif national. Il est dit ceci. Dans l'exercice de ses fonctions, le secrétaire général du parti organise les membres du bureau politique en une équipe comprenant un premier secrétaire général adjoint, un deuxième secrétaire général adjoint, un troisième secrétaire général adjoint, un secrétaire national à la vie politique assisté par ses adjoints, etc. Le même congrès a également établi un règlement intérieur. L'article 18, en son alinéa 2, dispose. Les secrétaires généraux adjoints assistent le secrétaire général du parti dans ses fonctions et le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement. Ils peuvent être chargés de mission par le secrétaire général du parti. C'est d'ailleurs cet alinéa 2 de l'article 18 du règlement intérieur qui semble aujourd'hui créer la polémique. Certains membres du Parti socialiste parlent de vide juridique. Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 18 ne parlent aucunement de décès d'autres membres du parti. Indique par ailleurs que la notion d'absence englobe tout. Le choix porté ainsi sur Aminata Mbengue Ndiaye pour assurer l'intérim se justifie si l'on se fie à l'article 30 des statuts du Parti socialiste qui sont supérieurs au règlement intérieur. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Cheikh Abdou Khadre Sissoko, et le maire de Sakal, Birahim Diagne, sont les autres secrétaires généraux adjoints. Merci Abina. Et le président du groupe Futur Média a présenté ses condoléances à la maison mortuaire de feu Ousmane Tanor Dieng. Youssou N'Dour, en compagnie d'une forte délégation, est revenu sur une longue amitié qui ne date pas d'aujourd'hui. Aïssatou Paye, Ababakar Kamara. Venu présenter ses condoléances à la famille de Ousmane Tanor Dieng, Youssou N'Dour, président directeur général du groupe Futur Média,
se rappelle d'un homme généreux, il se rappelle d'une référence pour la jeunesse sénégalaise, il se rappelle d'un homme de conviction. Tous ceux qui aspirent à servir le pays et qui veulent devenir des leaders en politique demain, ils n'ont pas à chercher loin. C'est Ousmane Tanor Dieng la référence. Il avait l'habitude de porter des lunettes et même les jeunes garçons l'imitaient. Un homme discret, un sportif d'une générosité exemplaire. Leur amitié date de bien longtemps. Nous nous sommes connus en 1986, cela fait bien longtemps. En ce moment-là, je préparais une tournée africaine et le président Abdou Diouf avait écrit des lettres de créance pour que j'aille voir toutes les autorités de ces pays que je devais visiter. Et ces lettres m'étaient parvenues grâce à Ousmane Tanor Dieng, qui était le conseiller diplomatique du président Diouf. Abindour, sœur de Youssou Ndour, lui emboîte le pas. C'est grâce à mon grand frère Youssou Ndour que j'ai connu Ousmane Tanor Dieng. Et depuis lors, il m'a considéré comme sa propre fille. Je rends grâce à Youssou, je ne pourrai le remercier parce que c'est ma référence, de même qu'Ousmane Tanor Dieng. ak doomam yi ci kàddu boobu laay waxee dañu lay sant di la gërëm parce que lu ma def rek ci yow laa ko gisee. Voilà, et puis ces informations qui viennent de nous parvenir suite au Conseil des ministres de ce mercredi au titre des nominations. Sachez que M. Bassirou Sène, précédemment ambassadeur du Sénégal en France, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès du président Adama Barrow. Donc en Gambie, M. Ali Haïdar est nommé directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation de la Grande Muraille Verte. M. Abdou Nessal, nommé directeur général de la Société nationale du terre. L'actualité sportive éliminatoire CHAN 2020, l'équipe nationale locale du Sénégal est présentement à Monrovia. C'est pour les besoins du premier tour des qualifications de la 5e édition du CHAN. Elle rencontre le Libéria pour le match aller ce dimanche 28 juillet. C'est un récit de Cher Salibou Diarra. Quelques jours après la fin de la CAN 2019, le football sénégalais se lance dans un nouveau défi, la qualification au championnat d'Afrique des Nations 2020. Pour cette compétition consacrée aux footballeurs locaux, le Sénégal part à l'assaut du Libéria au premier tour des qualifications. La marche aller se joue ce dimanche à Monrovia et la sélection de Serigne Saliou Dia est depuis ce soir au Libéria pour s'acclimater et continuer sa préparation. Après 3 CHAN manqués de suite, l'équipe nationale locale a à cœur de décrocher sa place à la 5e édition. Composée de joueurs aguerris de la Ligue 1, comme le gardien de but Pape Seydou Ndiaye, le latéral gauche Babacar Seck ou l'attaquant Abdoulaye Ba, elle a multiplié les stages au centre technique Jules-François Bocandé de Toubab Dialaw. Le dernier conclu lundi s'est terminé par un match nul face à la Mauritanie. Prévu ce dimanche à 18 h, la rencontre Libéria-Sénégal sera dirigée par un trio arbitral mauritanien. La marche retour, c'est à Dakar, une semaine après. Et après la CAN, retour à la terre natale pour beaucoup de Lions. Le footballeur international sénégalais Crépin Diatta est accueilli en Riro par les habitants de Ziguinchor. Crépin a déclaré qu'il était très satisfait de l'accueil. Nous l'écoutons avec Boubacar Diassi. Je suis vraiment content et ému. Et voilà, je n'ai que Ziguinchor. Et puis vraiment, je suis vraiment fier. C'est une fête. Donc voilà, j'ai que Ziguinchor. Donc en ce moment, je vais vraiment leur dire merci parce que j'ai vu le soutien. Ils ont toujours été avec moi, donc ils n'ont jamais lâché. Et voilà, c'est un sentiment de fierté pour moi de revenir ici et puis de les voir.
écoutez, moi je suis en train de travailler, je fais mon petit bout de chemin. Donc j'ai mes ambitions et puis je crois à mes qualités, à ce que je sais faire. Donc voilà, mais le reste je laisse ça aux mains de Dieu et puis Dieu seul sait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, je suis en train de travailler et puis espérons que ça va continuer ainsi. Bon, Amadou Sagna, on se parle presque tous les jours, donc je l'ai dit, Bruce c'est un club qui peut le faire vite exploser. Donc voilà, et puis je suis content qu'il m'a écouté et puis qu'il a pris la décision de venir. Donc c'est vraiment quelque chose de bien. On sera de là-bas et puis je vais tout faire pour qu'il se sente bien là-bas. Donc je suis venu avant lui. Donc voilà, je vais tout faire pour qu'il se sente bien. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Assure votre émission Faram Fatih et Papanga Ndiaye reçoit Souleymane Niang et Barkaba au menu. L'actualité politique et bien évidemment l'après-Tanor pour le Parti Socialiste. Et puis un peu plus tard, votre émission de divertissement Saner et compagnie dans Gonal. Restez en compagnie de nos programmes. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.